Bonjour, heu, bonjour, à tous et bienvenue pour cette troisième table ronde de la session rénovation énergétique des bâtiments, consacrée à un sujet qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises depuis ce matin, à savoir, avons-nous assez d'artisans? C'est une question dont nous allons débattre pendant presque une heure avec le député Philippe Bollot, donc, qui est député MoDem de la 7e conscription de Maine-et-Loire, membre de la commission des affaires économiques, rapporteur de plusieurs projets de loi en lien avec l'énergie et donc la rénovation, et membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et ancien vice-président d'un syndicat d'énergie départemental, ce qui lui donne à tous ces titres une bonne vision du sujet dont on va débattre ce matin. Monsieur Fournier, vous êtes directeur général adjoint et directeur de la région Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique et CEO France du groupe Saint-Gobain. Vincent Legrand, vous êtes directeur général de Doremi, qui est un dispositif de rénovation énergétique des maisons individuelles. Vous nous expliquerez brièvement, un peu plus en détail, ce dont il s'agit. Et enfin, monsieur Jean-Christophe Repon, donc vous êtes président de la CAPEB, et je le précise parce que ça vous donne aussi une grande légitimité à parler du sujet de ce matin. Vous avez été président de Constructis, qui est le cas de la construction, et vous êtes aussi président de 3C BTP, numéro 1 de l'apprentissage en France. Voilà, donc ce sont des sujets dont on va parler, comme je disais. Je vais rappeler brièvement un certain nombre de points repères, mais beaucoup ont déjà été mentionnés depuis ce matin, donc je ne vais pas m'y attarder trop. Le parc immobilier aujourd'hui officiellement compte 4,8 millions de passoires dites thermiques, et qui est un problème particulièrement aigu alors qu'on apprend que la hausse des tarifs du gaz depuis le début de l'année s'élève à plus 60%. 17 millions de maisons individuelles, c'est un sujet dont on va pas mal parler du fait du profil de certains de nos intervenants, dont 8 millions qui ont été construites avant 1975 et qui sont particulièrement mal isolées. Je rappelle aussi des objectifs de rénovation qui ont en fait été fixés depuis le Grenelle de l'environnement, puis dans la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, inscrit dans le code de l'énergie, validé par le scénario ADEME 2015, et puis également dans la SNBC, qui fixe donc le nombre de rénovations à 500 000 par an jusqu'en 2030, puis 700 000 par an. Et en fait, il dit exactement le nombre de rénovations qui sont effectuées actuellement chaque année, mais en tout état de cause, il n'est pas du tout au niveau, et encore moins si on parle de rénovation globale et performante. Il y a un dispositif qui connaît un grand succès, qui a été relancé cette année et pour lequel un budget supplémentaire vient d'être débloqué, qui est le dispositif MaPrimeRénov', où il y a eu déjà, je crois, au mois d'août, il y avait eu déjà 500 000 dossiers instruits, et l'objectif a été réévalué à 800 000 pour l'année. Bon voilà. Et sinon, sur l'aspect des artisans plus particulièrement, l'un de vous m'a dit que 35% d'entre eux allaient partir à la retraite dans les 10 prochaines années.
Donc, on voit bien que le sujet, quelle que soit la situation actuelle, en tout cas dans les années à venir, il y a un gros enjeu. Et puis après, il y a aussi des sujets sur la taille moyenne des entreprises du bâtiment qui ne sont pas forcément toujours bien armées pour faire former leurs employés. Je vous propose d'entamer tout de suite un tour de table donc, pour faire le constat les uns et les autres de ce que vous constatez en termes de quantité d'artisans et vision par rapport à ce que je viens d'évoquer rapidement, à la fois au niveau des sorties, mais aussi des entrées et des gens qui entrent en formation aujourd'hui. Alors, je vais donner la parole au député Monsieur Bollot en premier lieu pour savoir quel est le constat que lui fait sur ces sujets. Monsieur Bollot, c'est à vous. Je vous remercie de me passer la parole. J'ai envie de débuter notre échange en indiquant que finalement la réponse à la question « a-t-on assez d'artisans » elle est liée aussi au volume de travaux à réaliser. Parce que s'il n'y a pas de travaux à réaliser, évidemment, il y a assez d'artisans. Et s'il y a beaucoup de travaux à réaliser, là, on peut se poser cette question et ils peuvent venir à manquer. Donc finalement, derrière tout ça, il y a aussi l'accès aux aides. Et on sait que les nouveaux dispositifs existants ont favorisé le déploiement des travaux vers les foyers aux revenus les plus modestes. Et partant de là, ça veut dire qu'on va s'adresser à une nouvelle classe de personnes, une nouvelle catégorie de personnes qui n'a pas forcément l'habitude d'aller recourir à ces aides-là. Donc là, il y a, je pense, quelque chose d'important. C'est-à-dire une capacité à faire connaître l'accès aux droits et les possibilités que ces personnes-là, ces foyers ont, de se lancer dans des travaux de rénovation. Donc ça, c'est un sujet important. Vous avez signalé que ma prime rénov avait décollé, donc ça, c'est très important. Et, ça a été renforcé et boosté notamment par le plan de relance. Au-delà de la capacité qu'on doit avoir à s'adresser à ceux qui vont commander les travaux, c'est aussi la capacité à mobiliser les différentes aides. C'est-à-dire qu'il y a des aides d'État, mais il y a aussi des aides de collectivités territoriales. Et je parlerai notamment des dispositifs d'exonération de taxes foncières qui doivent être votés par les départements et par les régions pour être accessibles aux habitants de ces territoires-là. Et ça, il y a aussi un travail à faire pour permettre de les mettre en œuvre et ainsi d'augmenter le volume de travaux à réaliser, permettant ensuite de voir l'adéquation avec le nombre d'artisans disponibles. Très bien, merci pour ce premier constat. Il me semble que certains, enfin des ménages plus aisés sont maintenant éligibles à certaines aides, et qui est un point d'ailleurs qui avait été jugé positif, notamment par monsieur Repon, mais pas seulement, j'imagine bien. Monsieur Fournier, alors vous, du point de vue d'un grand groupe, mais qui évidemment est en contact avec des artisans, avec le marché de la rénovation, qu'est-ce que vous observez et comment est-ce que vous voyez évoluer le sujet dans les années à venir? Je pense que monsieur le député Bollot a bien résumé le sujet. Il ne s'agit pas uniquement de dire qu'il nous faut plus d'artisans. Il faut être en capacité de bien expliquer tous les dispositifs qui sont disponibles aujourd'hui pour que les décideurs, en l'occurrence les particuliers, engagent des projets de rénovation intelligents, bien construits, bien conçus. Et c'est un ensemble en tout état de cause. Et si on imagine que tout se passe bien, que les aides soient bien expliquées, que les dispositifs soient bien compris, que les financements soient bien en place, dans un scénario bas carbone qui intègre la rénovation énergétique, il faudrait imaginer à peu près 300 000 emplois de plus dans les métiers du bâtiment d'ici 2030. Or, aujourd'hui, les organismes de formation forment entre 15 et 20 000, aux alentours de 17 000 nouveaux artisans par an. Donc, clairement, quand on regarde strictement du point de vue numérique, il y a un sujet. En revanche, ce que j'ai bien dit, c'est qu'il faudrait que tout se passe bien par ailleurs. Et en l'occurrence, comme l'a dit monsieur le député Bollot, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la pédagogie, de l'explication, et aussi beaucoup de choses à faire en termes de stabilisation de tous les dispositifs existants, parce qu'il y a un peu de confusion quand même qui arrive sur le marché, tant le nombre de changements, de nouveaux dispositifs entrant en ligne de compte est important. Donc, un peu de stabilité, beaucoup de pédagogie, et ensuite, il faudra déterminer quel est le pipeline de nombre d'artisans informés en conséquence. C'est plus compliqué qu'une simple équation mathématique comme celle que j'ai expliquée.
On va revenir tout à l'heure effectivement sur l'aspect offre et demande en fait sur ce marché de la rénovation énergétique. Vincent Legrand, alors Dorémy, de toute façon, je pense que il faut que c'est l'occasion d'expliquer comment vous fonctionnez, parce que ça va permettre aussi d'expliquer comment vous arrivez, vous, au calcul que vous avez fait et qui met en exergue un déficit important pour le coup d'artisans, en tout cas formés à la rénovation. Bonjour à tous. Merci. Oui, donc effectivement, Dorémy travaille spécifiquement sur la montée en puissance de la rénovation performante et sur cet objectif de rendre accessible Des maisons individuelles. la rénovation performante au plus grand nombre. Et on s'est focalisé sur les maisons individuelles. Comme vous l'avez dit, on est sur plus de la moitié des logements français, 56% pour les maisons individuelles. Ce sont les logements qui sont les plus consommateurs. C'est là aussi où on trouve énormément de précarité énergétique sur ces maisons, notamment en banlieue. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de voir comment lever les freins à la montée en puissance de cette rénovation performante. Et comment est-ce qu'on lève les freins? Déjà en créant une offre auprès des artisans, c'est-à-dire en accompagnant les artisans sur les territoires pour qu'ils soient en capacité de proposer des offres de rénovation performante aux ménages. Ça, pour nous, ça a été la première étape. Ça fait 10 ans maintenant qu'on travaille sur la formation des artisans sur chantier, pour permettre aux artisans de se structurer en groupement et de porter des offres de rénovation performante. Et ensuite, il y a d'autres freins à lever, on rentrera peut-être plus en détail au fur et à mesure de cet échange, mais liés au financement, liés à l'accompagnement. Oui, mais déjà, si on s'en tient aux chiffres, puisque c'était la première question, déjà donc, là, vous arrivez à des conclusions assez... Oui, alors, simplement, je voudrais attirer l'attention sur un point, c'est qu'on a un objectif national, je voudrais le rappeler, qui est de disposer d'un parc bâti performant, au niveau BBC ou équivalent d'ici 2050. Ce qui veut dire que toute maison, tout logement et même tout bâtiment que vous avez autour de vous, n'importe où vous soyez en France, vous vous positionnez n'importe où en France, il faut que les bâtiments qui soient autour de vous, vous ayez une stratégie pour qu'ils soient performants en 2050. Les artisans, on va les mobiliser prioritairement sur les maisons individuelles et les petits bâtiments, ce qui représente peut-être 75, 80, 85% des logements français. Donc, on va avoir besoin d'un nombre extrêmement important de groupements d'artisans. Un chiffre seulement que je vous livre, c'est un petit calcul qu'on a fait qui est assez simple, uniquement pour les maisons d'avant 1975. Donc, si on se focalise sur les 8 millions de maisons dont vous avez parlé tout à l'heure, donc le quart du parc de logements français, qui sont les maisons les plus consommatrices, rentables à rénover dès aujourd'hui à un niveau performant, il nous faut 25 000 groupements d'artisans qui travaillent à temps plein pendant 20 à 25 ans sur ce parc-là. Et donc 25 000 groupements d'artisans, ça veut dire 100 000 entreprises artisanales ou plus qui travaillent sur ce sujet, c'est-à-dire un volume extrêmement important par rapport aux 500 000 entreprises artisanales françaises. Donc on a un besoin criant d'artisans supplémentaires dans cette logique de montée en puissance de la rénovation performante d'ici 2050. Merci. Nous allons donc clôturer ce premier tour de table avec M. Repont de la CAPEB. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre et est-ce que ça correspond à votre propre analyse de la situation? Je dirais pas totalement. Je suis toujours ému quand on parle au nom des artisans et moi-même je suis artisan, maître artisan, électricien sur la région du Var, sur Toulon, et ce fantasme qu'on aurait sur le fait qu'il n'y aurait pas assez d'artisans pour relever le défi. Je vous rappelle que la CAPEB représente essentiellement des entreprises artisanales. Majoritairement des artisans des entreprises de jusqu'à 10. Et si c'était le cas, il n'y aurait pas du tout de rénovation, puisque je vous rappelle juste que le tissu du bâtiment est constitué à 95% d'entreprises de moins de 10, 97% de moins de 20. Alors, si on considérait que les artisans n'étaient pas assez nombreux, il n'y aurait pas du tout de marché. Les 2% restants d'entreprises ne pourraient faire la rénovation énergétique. Donc, ce n'est pas en tant que tel le nombre d'artisans qui fait défaut, puisque nous sommes 500 000 entreprises artisanales à ce jour. Donc, on pourrait faire une rénovation dite globale par entreprise, on pourrait relever le défi. La difficulté, c'est que ce n'est pas tellement de l'offre non plus, c'est la demande qui est totalement absente actuellement au niveau de la transition énergétique. Là, on voit un début d'appétence sur la transition énergétique, parce que justement, MaPrimeRénov' a élargi les secteurs et les 9e et 10e déciles, donc des publics ayant
plus de moyens pour faire la rénovation. Et là, on a un démarrage en corrélation quasiment avec la rénovation dite classique. Donc, l'amélioration de l'habitat, la rénovation énergétique suit le même trend pour la première fois depuis 10 ans. La CAPEB, qui donc représente les artisans du bâtiment, est rentrée dans la démarche de performance énergétique et du RGE depuis plus de 10 ans. Et on travaille avec nos artisans pour des formations FIPAT et autres, Rénov, pour pouvoir monter en compétences. Donc, je m'excuse de le redire, parce que c'est le leitmotiv quand on est auditionné par les députés ou par nos gouvernants sur l'angoisse qu'il n'y aurait pas assez d'artisans pour relever le défi. Si demain le marché est présent, vous n'en faites pas, les artisans seront bien en face pour pouvoir faire les travaux en compétences et en qualification. Et vous voyez bien, depuis 10 ans qu'on travaille sur le RGE, le nombre d'entreprises qualifiées dites RGE n'est pas en augmentation, elle stagne depuis quelques années. Oui, on va revenir à la demande ou à l'absence de demande tout à l'heure. Passons effectivement à cet aspect plus qualitatif, on peut dire, que quantitatif, et à l'aspect compétences et formation. Monsieur Bolo, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus? Vous aviez l'air de mettre l'exergue tout à l'heure de mettre l'accent sur le fait que c'était compliqué pour les artisans en fait de suivre l'évolution des aides pour les artisans et pour les clients en fait, de savoir. Surtout pour les demandeurs. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. L'ensemble des propriétaires ou des occupants de ces logements qui nécessitent une rénovation soient au courant des aides pour les mobiliser. Donc ça, c'est une première variable qui détermine après la mobilisation du marché. Sur un autre facteur qui peut évidemment influencer la montée en puissance de ce marché de la rénovation, c'est la qualification, la formation des artisans, parce que, comme vient de le dire le président de la CAPEB, il y a des entreprises qui sont en attente, mais pendant que ces entreprises sont en attente, on a aussi des technologies, des métiers qui évoluent, des normes qui changent, et donc il ne faut pas oublier cette dimension-là. C'est-à-dire que les entreprises, et elles le font, doivent être aussi en capacité de rentrer dans de nouvelles qualifications, d'engager des cycles de formation de leurs salariés pour lever ce frein d'entreprises qui arriveraient à croiser une demande, mais qui seraient confrontées à des nouvelles technologies qu'elles ne maîtriseraient pas. Donc là, il y a vraiment aussi derrière tout ça, pour que des jeunes arrivent avec les bonnes compétences, il y a aussi toute la valorisation des métiers du bâtiment qui est absolument indispensable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer que tout le monde sera ingénieur conseil et que parmi l'ensemble des jeunes qui passent ou pas un bac, il doit y en avoir qui peuvent se retrouver et faire une belle carrière dans le domaine du bâtiment avec des salaires qui sont aussi attractifs dans certains cas. Donc c'est le levier, tous ces leviers-là qu'il faut savoir mobiliser, et également le levier de l'apprentissage. Et avec les deux des interlocuteurs précédents, on dit que il y avait le métier était là pour réagir à la demande, et en plus il y avait un temps long sur lequel ces travaux allaient être réalisés. Ça, je crois que c'est aussi un élément très fort qui montre que finalement il y a une attractivité dans ces métiers-là, parce qu'on va plus se projeter sur le long terme et se dire on rentre dans un métier et le faire pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Merci. Je vais peut-être du coup donner la parole à Monsieur Fournier, parce que justement, je crois que vous aviez des choses à dire à la fois sur le profil en fait des artisans dont on aurait besoin aujourd'hui, et sur l'adéquation des formations existantes actuellement et l'attractivité pour ces métiers surtout. Enfin, je n'aurais pas la prétention d'avoir une vision exhaustive du sujet. Je parle avec le prisme de l'industriel, oui, bien sûr, du distributeur de l'autre, bien entendu. Donc, très modestement, ce que nous, on constate, c'est que les chantiers auxquels nos clients s'attellent aujourd'hui sont de plus en plus compliqués. Ils nécessitent la mobilisation de plusieurs corps d'État, de la coordination de chantier. Ce sont des compétences nouvelles. Il y a de plus en plus de digital. Et donc, il est important que nous, en tant qu'industriels ou en tant que distributeurs, on accompagne au mieux ces tendances-là en apportant nos compétences et notre expertise au service des clients. Mais clairement, la coordination de tout corps d'État est un sujet qui nous préoccupe. Donc, on essaie de développer des choses là-dessus pour accompagner nos clients, notamment les jeunes artisans, dans le cadre d'un programme de formation qu'on a lancé avec notre antenne de distribution .p, pour les aider à bien démarrer dans leur vie professionnelle avec ces compétences actualisées, on va dire. Il est important qu'on joue notre rôle, mais on ne sera pas les seuls à devoir se mobiliser sur le sujet, et notamment toute la filière éducative devra aussi s'y mettre, je pense.
Alors, quand on avait préparé cet échange, vous m'aviez quand même mentionné qu'il y avait probablement un besoin d'adaptation des catalogues de formation existants et surtout le fait que les CFA n'étaient pas pleins en fait aujourd'hui. Alors on demandera peut-être à Monsieur Repon son Oui, constat. mais c'est vrai, c'est vrai. Et en l'occurrence, c'est ce que disait Monsieur le député Bollot, c'est un problème d'attractivité de la filière. Il faudra qu'on s'y mette aussi tous ensemble. Ce sont des très beaux métiers, très techniques, très humains, au service du client, avec des compétences commerciales, des compétences techniques, des compétences de logistique, d'administration, de management. Il y a énormément de choses autour de ces métiers de la construction. Ces métiers sont mal mis en valeur. Et je pense qu'en travaillant l'attractivité, les CFA se rempliront. Aujourd'hui, les offres de CFA sont plutôt bien construites, sont abondantes, existent, couvrent bien le territoire. Il y a peut-être 2-3 ajustements à faire. On parlait de formation plus spécifique à la rénovation énergétique tout corps d'État ou à la coordination de chantier. Mais globalement, c'est plus du fine-tuning qu'autre chose. Mais oui, le sujet de l'attractivité de la filière est un vrai sujet. Alors, avant de donner la parole à Monsieur Repon, je vais redonner la parole à Monsieur Legrand. Quel est votre constat en matière de profil en fait, des artisans qui sont aujourd'hui actifs et alors, je crois éventuellement des manques? il faut bien qu'on parle de la même chose. Aujourd'hui, on ne fait quasiment pas de rénovation performante dans les maisons. On parle de quelques centaines de rénovations performantes réalisées par an dans les maisons individuelles en France. Alors qu'il nous en faut, rien que sur les maisons individuelles d'avant 75, il en faut 350 000 par an. Et sur l'ensemble du parc, on est plutôt sur le million d'équivalents rénovations à faire par an. Donc, mais est-ce que c'est par manque d'artisans ou est-ce que c'est la poule et l'œuf? Alors, aujourd'hui, c'est sûr que la demande, si on arrive à la faire monter correctement, va driver la montée en puissance des artisans. Ça, je rejoins M. Repon là-dessus totalement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on vous donne des sous en tant que ménage dans une maison individuelle pour faire des rénovations performantes, quel choix vous avez sur le territoire? Il y a très peu de groupements d'artisans qui existent et qui proposent des offres de rénovation performante aujourd'hui. Donc, la probabilité que vous tourniez vers un menuisier qui change vos fenêtres seulement, vers un plaquiste qui vous fasse une isolation intérieure ou vers un chauffagiste qui vous change votre chaudière est très forte. C'est-à-dire qu'on reste sur des gestes de travaux. Ce qu'il faut juste identifier, c'est qu'une rénovation performante, c'est-à-dire ce qu'on cherche à faire monter en puissance au niveau national, il y a désormais depuis cet été une définition de la rénovation performante dans la loi. Cette rénovation performante, elle implique 6 corps de métiers différents. Et ces 6 corps de métier, l'enjeu, c'est bien de les faire travailler ensemble. Donc, il me semble que la révolution qu'il faut qu'on arrive à faire dans les mois et les années qui viennent, c'est de passer d'artisans petites structures qui sont compétents dans leur corps de métier, chacun. Le chauffagiste est compétent pour le chauffage, le menuisier est compétent pour les menuiseries, le plaquiste pour l'isolation, etc. De faire en sorte que ces différents corps de métier travaillent ensemble pour proposer des rénovations en une seule fois ou en 2 fois, mais en tout cas des travaux beaucoup plus importants. Et c'est ça, il me semble, l'enjeu d'évolution de compétences qu'on a face à nous. Et pour le coup, ça suppose un travail en équipe qui se fait aujourd'hui de façon informelle, mais qui doit énormément monter en puissance. Si on est sur cette pente-là, on a beaucoup d'artisans à former dans cette direction de réno performante et on aura besoin de bras supplémentaires, ça c'est certain. Thierry Fournier citait tout à l'heure 300 000 artisans en plus à créer d'ici 2030 pour suivre les objectifs. Nous, on a plutôt calculé, côté Institut Négaouët et Dorémy, 400 000, mais on est dans ces ordres de grandeur, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers d'emplois à créer dans les entreprises au niveau national d'ici 2030. Merci. Alors, Monsieur Repon, voilà votre réaction. Et puis sur le côté attractivité, donc qu'est-ce que vous constatez, vous? Est-ce que les CFA sont bien remplis? Et moi, j'avais une question subsidiaire, qui est un sujet dont on avait parlé avec Monsieur Fournier, sur la féminisation des métiers, qui est, si j'ai bien compris, possible du fait de l'évolution, en tout cas de certains des métiers du bâtiment aujourd'hui, avec plus de numérique, des aspects conseils, etc., qui ne sont pas juste des métiers très physiques. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que déjà, quantitativement, est-ce que les CFA sont pleins? Et qualitativement, est-ce qu'il y a des femmes de plus en plus ou ça ne bouge pas? Et est-ce que vous pensez que ce serait bien qu'il y en ait plus? Alors, pour revenir sur la problématique de l'attractivité des métiers, les CFA sont quasiment pleins maintenant c'est la 5e rentrée positive
qui est faite. Nous n'avons pas encore condensé la totalité des chiffres, mais on est à plus de 10% encore d'augmentation sur cette rentrée de septembre. Donc, c'est plutôt très positif. On avait déjà réfléchi là-dessus, justement, sur comment on pouvait refondre les CFA pour en faire le monde de l'entreprise. Et le CFA, donc vous avez cité tout à l'heure la tête de réseau, le 3CA BTP, qui a historiquement une centaine de CFA dits paritaires sur l'ensemble du territoire, s'était réformé dans ce sens pour mixer un peu les publics, toujours travailler sur l'apprentissage principalement, mais aussi sur la formation continue, et avoir donc la réalité de la formation tout au long de la vie qui est prônée dans la loi. Donc, pour ce côté-là, les CFA se sont réformés pour partie. Il y a encore des marges de progrès, comme pour la formation des artisans, mais il s'est réformé. Et les rentrées, c'est la 4e qui est très positive. Elle est liée aussi, bien évidemment, à l'activité des entreprises dites artisanales, puisque 80% des entreprises artisanales prennent les apprentis, ce qui fait à peu près une 60aine de 1000 apprentis, qui permettra justement de reprendre pour partie les entreprises avec la pyramide des âges ou rentrer en compétence dans les salariés. Mais l'attractivité, ça vient plus, c'est au-delà de ça, j'allais dire, c'est au-delà, ça va dans l'orientation, ça va dans notre relation avec l'éducation nationale, qu'il faudra un peu sûrement, moi je ne me le heurterai pas au mammouth, mais je sens bien qu'il va falloir réformer ça aussi pour dire qu'il fait bon vivre dans le bâtiment ou dans l'artisanat et que si on fait un choix d'être artisan, ce n'est pas un échec définitif dans la vie, c'est bien plutôt, je pense, un sens plutôt intéressant économiquement aussi, vous l'avez bien pu le rappeler, pour la personne qui choisit ou d'être salarié ou d'être chef d'entreprise artisanale. Après, derrière, la difficulté de travailler ensemble, comme vous voulez le dire, on part toujours du principe de l'offre. Et moi, je suis désolé, si le particulier n'est pas conscient et n'a pas envie de faire une rénovation dite globale, comme vous le prenez, qui engage un peu d'argent, si je peux me permettre de le rappeler, si vous rentrez dans une opération dite globale, déjà, il faut quitter les lieux de cette maison d'habitat principale particulier, donc il faut se reloger et lancer la rénovation dite globale avec les 6 métiers dont vous avez cité la compétence. Nous, ça fait plus de 8 ans qu'on travaille avec, dans des différentes lois qui sont passées pour essayer d'avoir justement ce groupement momentané d'entreprises. Et on s'est encore refait toquer dans cette dernière mouture devant le Conseil constitutionnel. On n'arrive pas à avoir ce groupement momentané d'entreprise, que notre but étant toujours, nous artisans, comme on a fait ce choix-là, de rester indépendants et autonomes, d'avoir un conseil et un prix qui est fixé par l'artisan. Et c'est ce qui nous véhicule dans la défense de l'artisanat. Donc, on comprend bien qu'on a la volonté d'organiser le marché, qu'on a la volonté de faire travailler les artisans ensemble s'ils ne sont pas compétents et s'ils ont des problèmes d'interface, mais la réalité, c'est que le marché n'existe pas. L'offre globale fantasmée n'existe pas à l'heure actuelle. Donc, moi, je veux bien, mais si demain, l'artisan reçoit 22 appels d'offres globales, vous n'en faites pas qu'on va vite s'organiser pour travailler. Actuellement, le client ne le réclame pas. C'est pour ça que nous, on essaie de dire à nos gouvernants, travailler sur des parcours de rénovation, des parcours de rénovation. Cette année, je suis en capacité financièrement et aussi dans mon lieu d'habitat de rénover la partie isolation. L'année prochaine, je pars sur la partie thermique, chaudière, poêle à bois. Et demain, je fais une dernière isolation par l'extérieur. Et du coup, j'ai bien une rénovation globale, mais espacée sur un parcours de 3, 4, 5 ans qui me permet d'une part économiquement de le faire et d'autre part physiquement de pouvoir encaisser le désagrément. Ça, pour l'instant, on ne peut pas en parler. On fantasme sur une rénovation globale, on appuie sur un bouton et on l'a fait. Elle n'existe pas actuellement dans le marché, mais elle n'existe pas de la volonté des artisans, du particulier, de la difficulté d'avoir l'offre lisible, les offres sur l'ensemble du territoire, donc ce qu'on réclame depuis le début, le guichet unique, d'avoir des aides au niveau de la rénovation qui soient stables et qu'on n'ait pas 2 ans de coup de pouce, puis 2 ans de notre coup de pouce, puis maintenant un nouveau coup de pouce offre globale. Et du coup, le particulier qui fait le marché n'a pas la lisibilité et n'a surtout pas, à ce jour, et c'était un peu la base du rapport Sichel, le financement qui correspond à cet engagement. Et le retour sur investissement, si je peux me permettre, quand on est dans de l'immobilier, on a la qualité de vie, mais également l'argent qu'on engage pour pouvoir retrouver la compétence. Alors, à la revente, peut-être, on aura un logement qui vaut le prix d'investissement à la revente, mais le calcul souvent court-termiste des particuliers ne se fait pas là. Et donc, le marché n'est pas émergent. Et nous, on essaie depuis le début, et vous en faites pas, moi, j'ai aucune inquiétude. Alors, on se bat, et on est tous fautifs, je pense, dans la filière, on a tous une responsabilité sur l'attractivité de nos métiers. Nous-mêmes, organisation patronale, on doit les rendre
plus attractifs, mais c'est pas en leur disant qu'ils doivent se former tout le temps parce qu'ils sont incompétents qu'on va faire venir des jeunes vers chez nous. Donc, il faut leur dire qu'en formation initiale, il y a déjà de la rénovation énergétique. On travaille dans le plan bâtiment durable sur des éléments de travaux comme les fiches profils qui nous permettent de travailler ensemble. Et on essaye de faire venir de plus en plus de jeunes en compétences. Donc, travaillons plutôt sur la demande du particulier, la capacité qu'on aura à en répondre. Ne vous en faites pas, les artisans sont toujours présents pour relever le défi. Depuis plus de 70 ans, ils le font et ils le font. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'on soit plus nombreux, mais on va rendre nos métiers de plus en plus attractifs, et notamment par l'intermédiaire de l'apprentissage. Et il faudra qu'on réfléchisse, bien sûr, avec les industriels pour qu'on travaille encore plus intelligemment dans l'avenir pour donner des métiers faciles, innovants et, j'allais dire, heureux à vivre au quotidien. Et pour revenir Merci. à la féminisation, c'est essentiel pour nous aussi. Voilà. Et, je vous interromps. On décolle, mais pas assez vite. Alors, qui veut réagir sur cet aspect absence de demande en fait pour des rénovations performantes? Je veux bien réagir à ça parce que autant j'adhère totalement à la nécessité de rendre plus attractifs ces métiers, et je pense qu'on a des moyens de les rendre plus attractifs en donnant plus de sens, en montrant en quoi ça contribue à sauver le monde, j'allais dire, d'une certaine façon, en plus de travailler en collectif. C'est un argument qui porte auprès des jeunes. De plus en plus, plus en plus, ça c'est clair. Maintenant, sur le reste, j'ai beaucoup plus de questionnements sur je crois qu'on ne parle pas du même type de rénovation. Donc ça, c'est un point important. La rénovation qu'on appelle globale ou la rénovation complète et performante, c'est-à-dire aller en une seule fois à un certain niveau de performance, ce que le rapport ADEME qui est sorti en janvier dernier a montré, c'est qu'on n'atteindra pas la performance telle qu'on la vise au niveau national si on étale les travaux dans le temps et si on continue sur la logique actuelle qui est de multiplier, de juxtaposer les gestes de travaux dans le temps. Alors ça, c'est vrai que c'est un constat qui est très souvent fait, mais comment vous répondez à l'objection de Monsieur Répond, enfin, de dire qu'effectivement, c'est compliqué pour les ménages, à la fois d'un point de vue pratique, oui, et à la fois d'un point de vue financier, et on reviendra très rapidement sur le fait de trouver des artisans formés et labellisés pour. Oui. Mais donc... C'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait pas au niveau national ni de communication sur ce qu'est une rénovation complète et performante, ni de financement adapté à ça. Je rappelle quand même qu'il n'y a toujours pas au niveau national d'aide adaptée, pertinente pour la rénovation complète et performante. MaPrimeRénov', rénovation performante, rénovation globale, et les C2E, le coup de pouce C2E, rénovation performante, sont quasiment pas utilisés et largement détournés. Je vous renvoie sur les différentes polémiques qui entourent ces mécanismes financiers qui ont été créés l'année dernière. Aujourd'hui, ils ne sont pas utilisés pour faire de la rénovation performante. Donc, on n'a pas trouvé, et ça je converge également sur ce point-là, on n'a pas trouvé aujourd'hui de mécanisme financier au niveau national qui soit pertinent. Le rapport Sichel a fait un certain nombre de propositions. L'État a défini la réno performante cet été, donc on peut espérer. Et on attend de voir que le prochain projet de loi de finances, je me tourne plutôt vers Philippe Bollot, que le prochain projet de loi de finances va intégrer ces simplifications et ces améliorations en faveur de la rénovation performante. Donc ça, ça reste à mettre en œuvre. En tout cas, de notre côté, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on est en capacité, quand on accompagne les ménages qui veulent faire des travaux significatifs, on va dire, de rénovation énergétique, on est en capacité d'aller chercher les aides existantes pour leur proposer des montages financiers intéressants pour eux. 2 tiers de nos rénovations se font chez des ménages modestes ou très modestes. 2 tiers de nos rénovations se font sans reloger les ménages, l'isolation par l'extérieur notamment. Donc, on est dans des conditions qui sont favorables pour le ménage en termes d'investissement et en termes de travaux. Par contre, on le fait en faisant face à une difficulté extrême de montage financier. Donc ça, je souscris totalement à ça. Il faut simplifier ça. Mais aussi de difficultés extrêmes de trouver les équipes d'artisans qui vont bien. Et ça, j'insiste là-dessus. Je pense qu'effectivement, quand l'offre va émerger, quand la demande va émerger, ça va driver les artisans vers ça. Mais il faut qu'on les aide très, très largement dans la mesure où on parle de dizaines de milliers d'équipes d'artisans qu'il faut coordonner, qu'il faut créer, qu'il faut aider à se structurer vers la rénovation performante. Donc, voilà, c'est un peu la poule et l'œuf. Je pense qu'on peut être d'accord au bout d'un moment, ou pas. Mais en tout cas, on a cet effort immense à faire pour soutenir les artisans et ça doit se faire en même temps que le travail de communication
et de simplification des mécanismes financiers, parce qu'on va se retrouver sinon dans un cadre exactement comme il y a quelques années où l'ADEME, par exemple, communiquait auprès des ménages sur le fait de faire des travaux et qu'au final, on se retrouvait avec des changements de fenêtres ou des changements de chaudière principalement parce qu'on n'avait pas le répondant au niveau d'offres locales. Donc ça, c'est un sujet central d'un point de vue structuration des artisans de notre point de vue. Merci, Monsieur Legrand. Alors, Monsieur Bollot, est-ce qu'on peut espérer des dispositifs dans le prochain projet de loi de finances qui soient ciblés sur la rénovation performante globale, ce genre de choses? Une chose est sûre, c'est que ça va faire l'objet de débats. Une chose est moins sûre, c'est les arbitrages qui vont être retenus. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. En revanche, je peux tous vous inviter à venir suivre les débats et voir quelles vont être l'issue des votes et des décisions qui seront retenues. Mais évidemment, ça va être mis sur la table, notamment dans un contexte où, avec l'augmentation du prix des énergies, tout le monde va être attentif à la possibilité donnée, via les travaux de rénovation, de faire aussi des économies sur sa facture. Et ça, je trouve que c'est très important. Et je rebondirai en cela sur les propos de Jean-Christophe Repos, qui je trouvais intéressant son idée de parcours, et puis son autre idée de pédagogie, parce que finalement, des clients viendront vers les artisans pour dire on veut des travaux s'ils ont un plan de financement qui, pour certains, devra s'étaler sur le long terme. Mais en matière de pédagogie, ce qu'il faut ne jamais oublier de faire, c'est d'expliquer à ces gens-là que finalement, le coût qu'ils investissent à l'instant T pour faire les travaux, c'est une économie qu'ils vont faire, des dépenses qui vont s'épargner sur les années à venir et dont on sait aujourd'hui que le coût va augmenter considérant les envolées du prix de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz. Merci. Alors, je voudrais faire un petit point RGE et une question en fait d'une spectatrice m'en donne l'occasion. C'était évidemment de toute manière prévu. Donc, c'est Alban Cato qui travaille dans le 92 et qui dit « Nous manquons d'artisans RGE, plusieurs freins. Les artisans n'y voient pas l'intérêt car ils ont déjà suffisamment de clients. Il manque de temps et c'est trop long pour obtenir le RGE. » Alors, je dois dire que c'est un sujet dont vous m'avez quasiment tous parlé. Donc, je ne sais pas qui veut en parler en premier. J'ai peut-être brièvement Monsieur Fournier, parce que vous m'en aviez parlé, et puis Monsieur Repon, puisque vous êtes aux premières loges par rapport à ce sujet-là. Je pense que Monsieur Repon serait plus à même que moi de répondre à ça, mais très clairement, je confirme que la formation RGE telle qu'elle existe aujourd'hui pour la certification, elle est trop lourde, trop compliquée. L'équilibre coût-bénéfice pour un artisan n'est pas là. Donc aujourd'hui, c'est difficile de convaincre des gens à y aller. On essaie, nous, en tant qu'industriels, de les accompagner au mieux, mais c'est vrai que c'est trop compliqué. Il faudrait simplifier ça. Il faudrait éventuellement imaginer d'avoir une certification par chantier plutôt que d'avoir une certification qualifiante par entreprise pour que ce soit plus spécifique, plus rapide à avoir. Quelques idées que je lance comme ça, mais très clairement, le constat que vous avez établi est tout à fait vrai. La formation RGE aujourd'hui, elle est très lourde pour les artisans. Monsieur Repon, j'imagine que vous partagez ce point de vue. Je vais essayer d'être court. Mais sur le RGE, c'est évidemment, il y a deux expérimentations actuellement qu'on a poussé à voir naître. C'est notamment l'audit au chantier au coup par coup, où justement l'artisan seul à 2-3 salariés qui ne fait pas régulièrement du RGE peut être contrôlé en fin de chantier pour voir justement si la performance énergétique est au rendez-vous et s'il est bien dans l'obligation de résultat qu'il avait prôné au début. Un peu le même truc pour ceux qui connaissent, que l'on vit dans le consuel avec des électriciens, on contrôle après chantier et ça se passe très bien. Donc, on a une expérimentation en cours et j'espère que tous les organismes qualificateurs joueront le jeu parce que c'est vrai que pour eux, c'est un accompagnement spécifique, plus long, mais qui me paraît important si on veut ramener des artisans vers les RGE. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on pousse pour que nos artisans soient RGE, mais en l'absence de marché, on se fait plus en ce moment critiquer par nos artisans qu'encensé dans ce sens-là. Pareil pour la rénovation globale, nous ne sommes pas contre la rénovation globale. Nous, plus il y a d'activité, mieux on se porte. On est juste pragmatique et on essaie de trouver des solutions pour arriver à dynamiser le marché. Et l'autre dimension qu'on est en train d'expérimenter, j'espère aussi que ce sera une grande réussite, c'est justement d'externaliser pour les entreprises toute la partie dossier RGE, C2E. Et on a donc un programme Oscar sur les FIBAT, sur les C2E, qui peut nous permettre d'essayer de monter en puissance au moins sur 3-4 régions. Et c'est comment on externalise la partie administrative de l'entreprise artisanale pour pouvoir traiter le dossier et dire, voilà, le meilleur montage financier, c'est ça. Je m'occupe d'envoyer des dossiers à Calibat, à Califelec, à Calitener. Selon que je sois
plombier chauffagiste, fueliste, etc. Donc, fueliste, un peu moins super RGE, excusez-moi. Mais pour le coup, simplifier la partie administrative. Donc, c'est un programme Oscar qu'on lance actuellement et j'espère, et nous espérons avoir de plus en plus d'entreprises RGE. Mais on ne fait pas le bonheur d'un artisan malgré nous. Alors, RGE, la certification, elle avait notamment pour objectif de sécuriser les travaux, de limiter le risque pour les ménages, d'éviter la fraude. Ça n'a pas forcément été le cas. Monsieur Bollot, vous avez, et vous n'êtes pas le seul, souligné effectivement un des probables freins à cette absence de demande, qui est une forme de défiance qui s'est quand même installée parmi les ménages vis-à-vis de travaux qui ont été parfois mal effectués, avec des résultats qui ne sont pas à la clé. Oui, je voulais, alors, pour reformuler cette idée, je voudrais parler d'un sujet qui pourrait paraître totalement déconnecté de l'objet de nos débats, mais qui, de mon point de vue, est très lié, c'est le démarchage téléphonique. En juillet 2020, il y a tout juste un an, nous avons voté une proposition de loi qui vient renforcer la régulation de ce démarchage qui parfois peut devenir du harcèlement téléphonique, et notamment en interdisant les coups de fil chez les personnes concernant les travaux de rénovation énergétique. Vous savez, ces fameux coups de fil où on vous promet pour 1 euro la réalisation de travaux qui vont vous permettre de gagner de l'argent après sur vos factures. Eh bien ça, finalement, il s'avère que les remontées du terrain, c'est souvent des arnaques, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, et qui viennent finalement altérer la confiance dans le dispositif global. Puisque quand quelqu'un réalise ce type de travaux, constate et réalise finalement que les résultats ne sont pas au rendez-vous, par le phénomène du bouche à oreille, par le phénomène des informations qu'il va donner à son voisinage, on a aussi après une forme de perte de confiance dans le secteur même de l'artisanat. Ça, on l'entend, et donc c'est aussi pour ça que parfois, il faut aller chercher les causes explicatives d'une forme de défiance vis-à-vis de ces dispositifs, au-delà même des dispositifs eux-mêmes, mais aller en périphérie et regarder, par exemple, ce sujet du démarchage téléphonique, je dirais, je parle plus fréquemment du harcèlement téléphonique, qui contribue à une forme de dégradation de la confiance, du climat, et de se dire, bah, je ne vais pas aller sur ces travaux-là parce que je connais mon voisin, je connais la grande-tante qui a fait les travaux et qui finalement s'est fait arnaquer, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc voilà, il faut vraiment aussi avoir une approche globale pour ne rien oublier et faire en sorte que tout converge pour pouvoir aboutir à ces objectifs de rénovation qui vont nous permettre d'aller sur ces enjeux de climat et puis permettre à une profession d'avoir une activité florissante avec des résultats au rendez-vous. Monsieur Legrand, peut-être une réaction par rapport à ces aspects à la fois de RGE trop compliqué, trop long, trop coûteux, et aux problèmes de malfaçon, de défiance, en tout cas, parmi la population vis-à-vis de la rénovation énergétique globalement, quoi, malheureusement. Oui, sur RGE, donc côté d'Aurémy, on s'appuie systématiquement sur les artisans RGE pour conduire les rénovations complètes et performantes. Parce qu'on mobilise les mécanismes financiers. Et donc, on a besoin de cette reconnaissance. Ce que nous disent les artisans avec lesquels on travaille, c'est que pour eux, ça ne représente pas une valorisation suffisante de la qualité de leurs travaux. Donc ça, c'est un point quand même important, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance partielle seulement. Et aujourd'hui, on a moins d'un quart des artisans du bâtiment qui sont passés par cette reconnaissance-là. Donc, on a un vrai enjeu de trouver un mécanisme. Je n'aurais pas de proposition directe à faire. De notre côté, on travaille, du côté d'Aurémy, sur on va dire un label côté d'Aurémy qui leur permet de montrer aux ménages qui sont passés en formation sur chantier. Mais c'est en plus du RGE ou à la place? C'est en plus du RGE, oui, c'est clairement en plus du RGE. Voilà, les artisans sont RGE en entrant et on les forme sur chantier et ensuite ils valorisent le label d'Aurémy auprès des ménages sur les territoires qui portent cette dynamique. Donc, l'enjeu, je pense, sur cette partie-là, c'est de disposer de reconnaissance suffisante de la qualité de travail des artisans. Et ça ne peut pas se faire sur simplement 1 ou 2 chantiers ou sur des temps en salle. J'insiste là-dessus. Il faut aussi qu'on arrive à sortir, et je voudrais insister sur ce point-là, j'ai déjà mentionné, mais j'y reviens. L'enjeu pour la montée en puissance des artisans dans les années à venir, c'est bien un enjeu de coordination entre corps de métier. On a besoin de parler de pont thermique, d'étanchéité à l'air, c'est-à-dire d'interface entre corps de métier.
d'interface entre les menuiseries et les murs, d'interface entre les murs et la toiture, entre le chauffage et l'isolation. On ne parle plus de mono-geste ou de mono-lot. Là, c'est bien le fait de prendre toutes les dimensions du chantier dans la compétence, enfin, que chaque artisan soit en capacité de discuter avec les autres corps de métier pour proposer aux ménages la bonne rénovation. Et ça, c'est un des gros enjeux qui aujourd'hui n'est pas directement traité par RGE, hein, concrètement. Ce n'était pas fait pour ça au départ. Il faut qu'on arrive dans nos évolutions de formation à focaliser sur cette approche d'interface et de coordination entre corps de métier. Et du coup, par rapport aux logiques à 1 euro, aujourd'hui, on utilise l'essentiel des fonds publics et parapublics, certificats d'économie d'énergie, pour financer 1, 2, 3 gestes de travaux. Une rénovation performante, c'est 6 gestes de travaux. Dans quelle mesure on peut faire en sorte que l'argent de l'État, évidemment pas du jour au lendemain, mais en quelques années, soit priorisé sur des rénovations sur une ou deux étapes de travaux. Pour nous, c'est l'équation si on veut atteindre les objectifs à terme. C'est un enjeu extrêmement important et du coup, ce serait un signal fort côté État qui permettrait de stimuler la demande également et d'emporter l'offre dans la foulée. Merci, Monsieur Bollot. Est-ce que, je crois que le RGE a déjà été rénové, si vous passez cette expression. Est-ce qu'il est question de le modifier encore pour essayer de répondre aux griefs qui viennent de lui être faits? Voilà. Et comment vous réagissez aux propositions qui viennent d'être faites aussi par M. Lebon? Il nous reste 5 minutes, après je voudrais rapide. Alors, j'imagine qu'après, il faudra qu'on se focalise aussi sur les pistes d'avenir. Et justement, ce que je ne voudrais pas anticiper sur la réponse à ce sujet-là, comment peut-on améliorer tout ça pour l'avenir? Oui, les propositions qui ont été faites sont évidemment pertinentes. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des espaces tels que le nôtre aujourd'hui pour croiser les regards. Mais je crois qu'en fait, il faut penser adaptation et pas nécessairement nouvelle réglementation. Et c'est ce que je voulais développer dans la partie des pistes sur l'avenir. Donc, sans vouloir. Allez-y, parce qu'il nous reste 5 minutes. Donc, c'est le moment de parler de l'avenir. Donc, je pense que oui, alors évidemment, il faut aller de manière massive vers cette rénovation des bâtiments pour les enjeux climat, pour les enjeux pouvoir d'achat de leurs occupants, et puis pour les enjeux aussi d'économie des territoires, parce que ces TPE et ces PME artisans du bâtiment, elles résident aussi sur des territoires. Et ça, c'est important. Et alors, la question qu'on peut tous se poser, alors comment, c'est la question que vous me posez sur RGE, comment on peut faire évoluer la loi en la matière? Je crois vraiment fondamentalement à quelque chose qui est très important, c'est que des lois, on en a déjà beaucoup. On a la PPE qui nous donne des grands objectifs, on a la loi climat et résilience qui nous donne des moyens, on a MaPrimeRénov' avec le plan de relance qui apporte des moyens supplémentaires, on a les lois sur le démarchage téléphonique, je vous en ai parlé, on a le projet de loi de finances à venir, on a des lois sur la formation, y compris la formation continue. Donc on a une boîte à outils, comme les artisans, il faut aller regarder dans cette boîte à outils les outils qui fonctionnent et ceux qu'il faut rénover. Et pas nécessairement envisager à chaque fois de nouvelles lois, de nouvelles réglementations. Sachant vérifier la concrétisation de ce qu'on vote, sachant évaluer les choses, et c'est une bonne façon d'appréhender la façon dont il faut aller faire des adaptations pour adapter le RGE, pour faire le parcours de travaux. Finalement, toutes ces idées qui ont émergé, je trouve qu'elles peuvent trouver leur place dans des lois existantes. Il s'agit simplement de les faire évaluer par une mécanique. On va vérifier la concrétisation, on évalue ce qui se passe et on corrige le cas échéant. Merci beaucoup. Pour continuer sur les pistes d'amélioration, Monsieur Fournier, votre président, Monsieur Pierre-André Chalandard, avait présidé un groupe de travail dédié à la rénovation énergétique à la demande de Madame la ministre Emmanuelle Wargon. Est-ce que vous pouvez déjà peut-être nous rappeler certaines des pistes essentielles qui s'en sont dégagées? Est-ce qu'il y a des choses encore dans les cartons, entre guillemets, qui vous semblent intéressantes à creuser en lien avec ce dont on vient de se parler, évidemment? Oui, il y avait plusieurs volets. Il y avait tout le volet de la mise en place de financement et de leur simplification. Donc, beaucoup de choses ont déjà avancé. Vous avez parlé de MaPrimeRénov'. D'autres idées n'ont pas encore cheminé, comme par exemple un amortissement accéléré des travaux de rénovation énergétique, comme une fiscalisation identique aux travaux de rénovation par rapport aux travaux neufs, des choses comme ça.
Pour ce qui est de la formation, on a déjà parlé de tous ces sujets-là lors de notre débat. Une focalisation sur l'apprentissage qui est extrêmement important, l'attractivité de la filière. On a beaucoup insisté aussi sur la nécessité de simplifier le discours vis-à-vis des particuliers, expliquer comment fonctionnent tous ces dispositifs et ce qu'on peut attendre de ces dispositifs, parce que ce que chaque particulier peut attendre de ce dispositif par rapport à ses économies et par rapport à son confort de vie. On a beaucoup de choses à faire au niveau de la communication, je pense. C'était un des volets des propositions qui ont été faites lors des travaux dont vous avez mentionné l'existence. Je pense que là, il faut qu'on mette les bouchées doubles parce que c'est peut-être le thème sur lequel on est le plus en retard, je pense. La communication vis-à-vis la communication vis-à-vis du grand public, ouais. d'un côté, et puis pour promouvoir l'attractivité des métiers du bâtiment de l'autre. Monsieur Repon, vous voulez dire peut-être un mot sur les pistes Oui, qu'il faudrait un sens de étudier. travail qui me semble important pour qu'on réussisse tous ensemble le défi, c'est-à-dire que on a vu qu'en multipliant la contrainte et le contrôle au préalable, on n'a pas empêché les entreprises frauduleuses de négocier le C2E ou de faire de la contre-performance. Par contre, on a empêché les entreprises vertueuses qui font de leur mieux, qui n'ont pas 100% de réussite à la fin, qui ont des fois des écarts de travaux, mais qui peuvent y remédier. On les a écœurés d'aller dans ce sens-là. Donc, il nous faut, me semble-t-il, de plus en plus de contrôle a posteriori, vérifier qu'on est bien à l'obligation de résultat, qu'on est bien à la performance qu'on avait établie, et vous aurez de plus en plus d'entreprises artisanales qui ont pignon sur rue. Vous savez, l'artisan du coin, en ruralité, s'il a une contre-performance avec madame Michu, il ne travaillera pas avec monsieur Dupont. Donc, il a besoin de résultats. Et il est là au quotidien sur 10, 15, 20, 30 ans. Et donc, il n'a pas de problématique à être contrôlé en fin de travaux s'il juge être performant dans ses travaux. Et il montera lui-même en compétence. Vous n'en faites pas que s'il mesure des écarts de compétences, il montera lui-même en formation tout au long de la vie, comme on le fait régulièrement avec les industriels ou par des modules plus souples que l'on peut avoir en formation continue, en digital, en visio. Maintenant, on voit bien qu'on peut aussi parfaire notre compétence. Donc, moi, je pense plus qu'il faut vérifier le travail et le résultat attendu que remettre encore de la contrainte à l'artisanat avec lequel il y a un désamour par rapport au RGE. Donc, on essaye de trouver des solutions pour amener de plus en plus d'entreprises à rentrer dans cette démarche RGE et de travailler ensemble. On est d'accord avec vous sur un capitaine de chantier qui fait les interfaces, qui permet d'avoir une obligation de résultat à la fin. Donc, la multiplication des gestes dans les règles de l'art pour une performance énergétique de qualité. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous tous. Monsieur Legrand, vous voulez rajouter très brièvement une phrase éventuellement où vous avez dit… je crois que ce qui est important, c'est de raisonner en écosystème. Une seule action ne permettra pas de régler la question de la montée en puissance de la réno performante, ni de répondre à la question est-ce qu'on a assez d'artisans. C'est vraiment une logique d'écosystème. Donc, je crois qu'on a cité l'enjeu de financement, de réorientation du financement. Ça, c'est un enjeu clé. On a cité l'accompagnement, c'est important. Donc, ce n'est pas directement notre sujet au final, mais ça Ce sont justement les sujets voilà. C'est les sujets de la table ronde suivante. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, l'enjeu de simplification, je voudrais finir là-dessus. Il me semble qu'on doit simplifier du point de vue de la formation des artisans. Ça, c'est tous les jours, on a des difficultés à faire venir les artisans en formation à cause des complexités administratives et financières. Et également au niveau technique, simplification au niveau des outils qu'on leur apporte. Je pense aux solutions techniques de rénovation qui peuvent être largement simplifiées par rapport au calcul. Et j'adhère au fait qu'on a un enjeu aujourd'hui de résultats, donc d'être sur des logiques de suivi qualité, d'audit qualité. Ça, c'est un enjeu vraiment clé qu'on voit encore très peu, qu'on fait systématiquement sur nos chantiers, qu'on voit encore très peu dans la pratique. Donc ça, c'est un enjeu de montée en puissance extrêmement important. Parfait. Bah, écoutez, merci à tous. Finalement, pas mal de pistes convergentes pour s'améliorer dans les mois et les années à venir. Et il y en a bien besoin vu les défis. Et justement, les sujets financement et accompagnement des ménages font l'objet de la table ronde suivante, qui est en fait un duo entre Jean-Baptiste Lebrun, délégué général du Clerc, et Philippe Veil, qui est directeur de Impact Based Finance au sein de la Société Générale.
Et donc, merci à vous tous pour vos interventions. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et moi, je vous dis à tout de suite pour embrayer avec ce prochain débat. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.